Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of de votre JT Immobilier. On regarde tout de suite ensemble les meilleurs moments de la semaine. Plus de 150 exposants, notaires, banquiers, agents immobiliers. Depuis 17 ans, la réputation du salon de l'immobilier n'est plus à faire. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite regarder le reportage signé Anthony Benasseur et Thomas Bonnet. Nous, on se retrouve juste après pour un débat en compagnie de monsieur Henri Buzicazo et de ses invités. Le thème, les réseaux sociaux de l'habitat. À tout de suite. Porte de Versailles, Hall 5, bienvenue au salon de l'immobilier. Des centaines de personnes se pressent pour découvrir une chose, plus de 18 000 mètres carrés, réservés à plus de 250 exposants. Ils ont été plus de 30 000 à déambuler dans les allées du salon, séduits sans doute par le nombre important de professionnels pouvant répondre à leurs demandes. Le but premier d'organiser un salon, c'est de rassembler toute la profession immobilière, c'est-à-dire à la fois le neuf, l'ancien, les banques, constructeurs de maisons individuelles, la gestion de patrimoine, et là pour cette année, un village international. Et effectivement, c'était une idée intéressante de grouper. Donc voilà, le but c'est ça, c'est-à-dire que tous les acteurs doivent être présents parce que avoir un projet immobilier, ça se prépare. La proximité entre exposants et visiteurs permet un réel échange, une véritable opportunité pour les petites, moyennes et grandes entreprises de l'immobilier. Ce qui est important pour nous, c'est aussi d'avoir un contact et on a des gens qui viennent nous voir, nous poser des questions, nous dire « Ah bah oui, effectivement, mais est-ce que vous pouvez faire ça, est-ce que vous pouvez faire ça ?» Et du coup, c'est à plus long terme sur de la vente, mais en contact et en développement, c'est important tout de suite. Un contact qui aboutit parfois à des accords entre professionnels, voire même sur un partenariat. C'est le cas par exemple de la CMI FNAIM et du réseau social de proximité marésidence.fr. Le salon propose aussi plus de 50 conférences autour de thèmes bien précis, une manière dynamique d'informer de potentiels acheteurs au profil très varié. Je vais changer de résidence secondaire, alors je voulais voir ce qu'il y avait dans le sud-ouest principalement. Écoutez, déjà acheter un petit studio et le mettre en location pour les étudiants. Le point a été fait sur les nouveautés 2012, dispositifs fiscaux, conditions de crédit ou de prêt à l'accession, amélioration d'habitat, temps de précision qui auront permis aux visiteurs d'être au fait des tendances du marché immobilier. Allez, je suis ravie d'être en compagnie de mes invités autour de cette table, toujours au salon de l'immobilier. Et j'ai le plaisir d'avoir juste à ma droite monsieur Henri Buzicazo. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc le président de l'Institut de Management des Services Immobiliers. Merci d'être avec nous. Juste en face de vous, monsieur Hervé Parent, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération de l'Internet Immobilier. Et puis juste à votre gauche, nous avons Charles Berdugo. Vous êtes président du réseau social marésidence.fr. Merci, messieurs, d'être une nouvelle fois ici en ce jour de salon. Alors tout d'abord, le thème, ce sont les réseaux sociaux dans l'habitat. Pour qu'on comprenne bien ce que c'est qu'un réseau social, monsieur Henri Buzicazo, je m'adresse à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence d'un réseau social immobilier par rapport à un réseau social classique qu'on connaît? Il y a une petite différence. Alors je vais vous donner ma définition qui distinguera déjà les sites immobiliers qui existent depuis 1997, je crois que c'est là que l'immobilier et l'Internet se sont rencontrés, et des réseaux sociaux de l'immobilier. Un site, qu'est-ce que c'est? C'est un espace virtuel sur lequel il va y avoir une offre de biens immobiliers, c'est comme ça que ça a commencé, éventuellement une offre de services. Un réseau social, je le définirais ainsi, c'est un espace virtuel à l'intérieur duquel il peut aussi y avoir une offre de produits et de services, mais surtout qui est un espace qui permet l'échange entre les gens. Alors il peut s'agir, et Charles Berdugo en parlera, de ceux qui vivent dans un même quartier, dans une même ville, dans un même immeuble. La communauté peut être élargie, elle peut être encore plus réduite, mais c'est ça un réseau social, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, les liens sociaux peuvent s'établir avec aussi des professionnels, par exemple de l'immobilier. Ça veut dire justement aujourd'hui qu'il faut créer plus de liens sociaux. Monsieur Hervé Parent, par exemple, vous pensez aujourd'hui que c'est important de créer plus de liens sociaux dans ce domaine-là?
Alors, le lien social, c'est un problème important pour nos sociétés occidentales. On l'a perdu quand nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont quitté leur village pour venir s'installer à la ville. Dans le village, le réseau social, il existait, les liens existaient, on parlait avec ses voisins. Dans la ville, c'est la ville de la grande solitude. Et de façon paradoxale, Internet, puisque nous parlons d'Internet, est le meilleur moyen pour recréer des liens. Ça rapproche donc. Ça rapproche. En le faisant simple, les geeks qui sont sur un réseau social, leur finalité, c'est de se retrouver au bistrot. Et justement, vous, c'est votre domaine, Monsieur Berdugo, puisque vous avez créé marésidence.fr. Ça, c'est votre concept. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous est venue l'idée? Vous aussi, vous avez le même constat? C'est comme ça qu'est né marésidence.fr? Absolument. L'idée fondatrice est le lien social et le délitement du lien social. Et de prendre conscience qu'il y a matière par les évolutions des usages Internet, des réseaux sociaux, de ce qu'on appelle le Web 2. Imaginez que cette technologie qui a été mise en place pour servir la relation entre amis, quand on parle de Facebook par exemple, de dire que ces mêmes technologies peuvent être mises à disposition de la relation entre voisins, c'est évidemment tout le sujet de marésidence.fr. On constate bien que ce délitement du lien social provient aussi et surtout du manque d'outils dont un voisin dispose pour rentrer en relation avec son propre voisin. Oui, mais c'est pas un peu paradoxal justement, puisque son voisin, on le voit tous les jours, mais on aurait besoin d'Internet pour créer ce lien-là? Oui, parce que ces outils dont on dispose pour entrer en relation avec ses voisins l'obligent à répondre et donc on ne les utilise pas. L'accoster, toquer à sa porte, lui téléphoner l'oblige à répondre, on ne les utilise pas. Le caractère précis et spécifique du réseau social de proximité ancré dans l'habitat, c'est son caractère respectueux de la vie privée qui me permet d'indiquer que je cherche une perceuse dans mon immeuble et qui ne vous oblige pas à me répondre, vous qui êtes ma voisine de palier et qui avez cette perceuse. Mais dès lors que vous souhaitez me prêter cette perceuse, nous devons nous rencontrer dans la vraie vie. Et voilà que cette impulsion numérique est venue se prolonger pour aller, comme le disait Henri Buzicazo, dans la rencontre dans la vraie vie. Donc il découle également un service. Alors messieurs, si on va maintenant parler un petit peu plus d'Internet de manière générale. Monsieur Parent, vous êtes le président de la Fédération de l'Internet immobilier. Alors pourquoi cette association existe? Quand est-ce qu'elle a été créée? Et finalement, est-ce que ça répondait pareil à un besoin? Cette association a été créée il y a 10 ans. C'est une association professionnelle dont l'objectif est de réunir les gens qui font le même métier, de partager des connaissances, des informations et de se créer un réseau professionnel pour faire des affaires, prendre des contacts avec des partenaires. Et elle a été créée parce qu'on est sur une problématique de niche, de gens qui apportent des services nouveaux, des innovations. Tout ce dont on parle aujourd'hui sur Internet est nouveau, n'existait pas il y a quelques années, pour un secteur qui, lui, n'est pas innovant, l'immobilier. Et messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'Internet risque de révolutionner un petit peu le monde de l'immobilier? Monsieur Berdugo, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que finalement, je vais vous donner un exemple. Par exemple, on sait qu'il y a des visites virtuelles qui devraient se faire d'ici quelques années. Aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Est-ce que des moyens vidéo vont être développés? Est-ce que ça va tendre à aller vers ce changement-là dans le domaine de l'immobilier? C'est quelque chose de très important? Je crois qu'il y aura beaucoup d'accessoires autour d'Internet. Vous parlez de vidéo, il y a évidemment beaucoup d'accessoires. L'élément qui me paraît essentiel, c'est celui dont on a parlé, c'est le lien social. Mais si on le limite au lien social, là il s'agit de la relation entre les habitants, à l'échelle de l'habitat typiquement. Mais le point le plus important, me semble-t-il, en plus de celui-ci qui est fondamental, c'est la possibilité pour un acteur de l'immobilier, un acteur de l'habitat, que ce soit le bailleur, le promoteur ou le syndic de copropriété, de venir se greffer à ce média qui est le lien social. C'est un réseau, c'est un tuyau qui va permettre à l'acteur de l'habitat de venir pousser de l'information de manière proactive. Vous savez, ce problème d'ascenseur qui vous chagrine beaucoup et l'information qui ne vous parvient jamais, ou le problème du chauffage et ou le problème de l'ampoule du rez-de-chaussée qui ne marche pas, voilà ce réseau social, voilà ce média capable de la véhiculer et de vous l'apporter de manière proactive. Et le deuxième et dernier point qui est spécifique au réseau social de proximité, c'est que contrairement à un site internet où vous allez pouvoir consommer de l'information, un réseau social de proximité peut vous permettre de faire participer les habitants. Et donc si vous êtes syndic, promoteur ou bailleur social, vous pouvez aussi demander l'avis de l'habitant, du locataire, du copropriétaire sur ce qu'il pense de la couleur de la moquette, de la façon dont les espaces verts sont entretenus, etc. Les deux éléments conjugués, l'information proactive et la démarche participative et collaborative,
conduisent à ce qu'on appelle la reconnaissance dans son lieu de vie. Et c'est ça la magie du réseau social. Messieurs, vous êtes d'accord? Monsieur Henri Buzicazo, il y a l'image aussi. Avec Internet, ça apporte ça. C'est pas négligeable dans le domaine de l'immobilier. Quand on est acheteur, on a envie de voir, Oui. on en veut toujours plus. Ça aussi, ça va venir grâce à l'Internet. J'irai plus loin que de parler d'image. Je crois que les deux apports majeurs de l'Internet, sites ou réseaux sociaux, c'est transparence et lien social. Les professionnels immobiliers aujourd'hui, et on leur demande en fait depuis très longtemps, mais ils ont là un outil pour accéder à cette demande facilement. On leur demande une transparence sur les produits qu'ils vendent ou qu'ils gèrent, sur leur façon d'administrer, sur ce qu'ils construisent. Il est certain que l'Internet permet de présenter les biens, de les montrer de la meilleure des manières, de mettre en ligne les diagnostics techniques qui y sont associés, des plans, de l'actionnométrie, des plans en trois dimensions. On peut aller très loin dans la transparence, on peut aller très loin dans la transparence de la gestion. Si on est syndic, on peut mettre les comptes en ligne, on peut permettre leur consultation quotidienne, permanente par les copropriétaires, et tout cela, ils le demandent. Les professionnels le sentent. Et deuxièmement, on ne demande plus seulement aux professionnels d'être des bons techniciens pour bien gérer, bien construire, bien vendre. Ce sont des acteurs du lien social. Et ils souffrent beaucoup de ne pas apporter cette réponse-là. Toutes les enquêtes le démontrent. Qu'est-ce qu'on reproche aux professionnels immobiliers? De ne pas être assez à l'écoute, de ne pas être assez présents lorsqu'ils gèrent. Les syndics, on voudrait qu'ils soient tous les jours dans l'immeuble. Ils peuvent l'être virtuellement, pas physiquement. On leur demande réellement d'avoir un comportement, pour ainsi dire, affectif avec leur clientèle. Une personnalisation. Et une personnalisation, on peut bien sûr aussi services. personnaliser. Voilà, c'est le deuxième apport. Et il est évident que les professionnels, lorsque je les sens réticents à utiliser l'Internet, je pense tout simplement qu'ils n'ont pas compris suffisamment cela et qu'il faut qu'ils le comprennent d'urgence. Et au niveau de la qualité, peut-être, est-ce que vous pensez qu'Internet peut également améliorer l'image de l'agent immobilier grâce à une plus grande transparence? Vous l'avez dit, monsieur Henri Buzicazo. Monsieur Parent, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que finalement, c'est aussi un des apports d'Internet dans le domaine de l'immobilier? Les vraies révolutions sont les révolutions silencieuses. L'apport d'Internet au travers des images, des visuels 3D, toutes sortes de choses qui sont très intéressantes, me semble un peu anecdotique par rapport à la lame de fond. La lame de fond, c'est l'essence d'Internet, c'est le partage de la connaissance et des informations. Aujourd'hui, le client de l'immobilier, vendeur, acheteur, locataire, est informé. Alors les agents immobiliers nous disent surinformé. Il est très informé et avec une conséquence directe qui monte petit à petit, c'est une exigence de professionnalisme accrue vis-à-vis des agents immobiliers, à qui on demande, des agents immobiliers ou des bailleurs, peu importe, ou des syndics, à qui on demande de plus en plus de professionnalisme, d'être encore plus informés que leurs clients informés. Et ça, c'est une vraie révolution de fond dans la relation entre l'agent immobilier et son client. Alors, paradoxalement, si on veut boucler, les réseaux sociaux professionnels, puisqu'il y a des réseaux sociaux professionnels réservés pour les agents immobiliers qui échangent entre eux. L'exemple le plus symptomatique, ou le plus emblématique, c'est aux États-Unis, un réseau qui s'appelle ActiveRain. Il fonctionne beaucoup, c'est vrai, les pays anglo-saxons fonctionnent beaucoup avec Internet. Ces réseaux sociaux permettent aux professionnels d'échanger entre eux, donc de développer leur professionnalisme. Et je pense que cette précision, cette rigueur dans le traitement de l'information, de la transparence, comme nous le dit Henri Buzicazo, est beaucoup plus importante que tout le reste, même si c'est vachement sympa de pouvoir se visiter dans un appartement qui n'existe pas, de pouvoir y mettre ses meubles, de pouvoir se dire je le repeins. Tout ça existe techniquement, comme c'est techniquement et que le possible et que le client le demande, on va le trouver, mais fondamentalement il y a des choses plus importantes qui sont cette exigence de encore plus de transparence, encore plus de professionnalisme. Monsieur Berdugo, si on va plus loin dans la question, dans la réflexion, est-ce que vous pensez que ça peut tuer les professionnels de l'immobilier à long terme, le professionnel traditionnel, dirons-nous? Pas du tout, même si je crois que ceux qui resteront en marge d'Internet et des réseaux sociaux ne pourront pas continuer, ne pourront pas évidemment fonctionner. Beaucoup de soucis. A contrario, tous ceux qui prennent ces devants, vous savez qu'il y a ceux qui suivent et puis il y a ceux qui sont naturellement les précurseurs. C'est très très clair combien ces précurseurs, tous ceux-là qui sont déjà installés, qui rentrent dans les réseaux sociaux et qui les adoptent, prennent évidemment une marge concurrentielle monstrueuse, non seulement dans leur visibilité locale, dans leur relation client en termes de présence, de suivi, mais aussi en termes de conquête de marché. Dès lors qu'on s'affiche en tant que professionnel de l'immobilier sur un réseau social, ça veut dire qu'on n'a pas peur de la transparence. Hervé Parent le disait, Henri Buzicazo le disait, le mot transparence revient. Le fait de ne pas être réactif à ces réseaux sociaux, mais au contraire de venir proposer cet espace
à ses copropriétaires, à ses réservataires ou à ses locataires, c'est avoir une démarche proactive de communication et de transparence. Et ça, c'est un élément fondateur. Donc, Internet est un petit peu l'avenir de l'immobilier. Pour terminer, je vais m'adresser à vous, monsieur Henri Buzicazo. Vous êtes donc le président d'un institut de management des services immobiliers. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'immobilier est en retard par rapport à Internet dans vos formations, par exemple? J'imagine que c'est très présent. Les jeunes aujourd'hui ont totalement intégré ça. On sait qu'Internet ne passera, quoi qu'il arrive, que par les restes des années, tout ce qui va arriver. Je vais vous répondre avec un clin d'œil. Je pense que cette table ronde, elle n'aura plus aucun objet dans 2 ans ou 3 ans avec des professionnels qui viendront d'être formés. Parce qu'ils auront tous intégré que c'est incontournable. Les jeunes futurs professionnels que je vois dans mon école ou dans d'autres écoles sont d'abord totalement décomplexés par rapport à cet outil. Ils sont nés avec, ils vivent avec. Et tout ce qu'on vient de dire un petit peu comme des choses pour lesquelles il faut convaincre le corps professionnel, eh bien, dans leur esprit, c'est naturel. Ils ont été des candidats locataires avides de transparence, ils auront été des enfants de copropriétaires qui auront pu consulter les comptes, qui auront pu dialoguer avec leur syndic. Et donc, quand ils arriveront professionnels installés dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, pour eux, ce sera un outil de base. Et Charles Berdugo le disait très justement, il n'y a pas de choix aujourd'hui, il n'y a pas une alternative. On ne peut pas dire je fais le choix de ne pas y aller, je ne veux pas entrer dans le réseau social de la copropriété. Je crois que c'est tout à fait impossible. Et il restera demain un constat, ceux qui ne seront pas monter dans ce train qui passe de toute façon, et puis ceux qui auront fait le choix d'y monter, c'est inéluctable. Messieurs, vous êtes d'accord? Un dernier mot avant de nous quitter? Monsieur Hervé Parent? Tout à fait d'accord, mais en fait cette profession qui est très traditionnelle de l'immobilier va bouger vers Internet sous la pression d'une part des clients, mais également des jeunes collaborateurs. Et aujourd'hui, aucune agence immobilière, aucun syndic, aucun bailleur social ne peut embaucher des jeunes en lui disant « Ah non, Internet, pas ici ». Absolument. Monsieur Berdugo, vous aurez le mot de la fin. Écoutez, je suis flatté. Les grands économistes disent combien nous sommes passés de l'ère, le terme anglais, c'est du test and run au run and test. C'est-à-dire que jusque-là, on était dans des générations où il fallait d'abord tester une première copropriété, un premier élément, une petite requête Internet ici et là, et puis après nous élargissions un périmètre. Ce sujet est terminé, cette approche est terminée. Nous sommes passés à l'ère du run and test. Pourquoi? Parce que les choses vont très très vite. Et si vous ne montez pas dans le train, c'est ce que disait Henri Buzicazo tout à l'heure, montez dans le train pour tester, c'est-à-dire vraiment affronter le fait de s'afficher sur un réseau social, en tant que syndic ou bailleur, de mettre à disposition de ses locataires ou copropriétaires ce réseau social de proximité dans lequel ils peuvent s'exprimer, dans lequel lui il peut pousser de l'information, dans lequel il peut leur demander leur avis, et naturellement il va rester en marge et c'est les autres qui le feront. Et quand ils le feront, ces copropriétaires iront voir l'autre syndic qui lui sait le faire. Et c'est là où il faudra évidemment aller dans un mouvement beaucoup plus rapide. Coup de rabot cellier, hausse des prix, taxation des plus-values, le marché du neuf a cette année une actualité très chargée. Le salon de l'immobilier se devait donc de mettre l'accent sur ce secteur. Sans se voiler la face, les exposants font le bilan du marché du neuf en France. Le marché de l'immobilier neuf en cette année 2012 démarre un peu plus lentement sur le mois de janvier parce qu'il y a eu des anticipations d'achat en fin d'année 2011 avec un dispositif cellier qui était intéressant. Mais on voit là que depuis la fin février, le marché est en train de repartir avec, je dirais, une composition un peu différente, c'est-à-dire plus de primo-accédants, d'accédants et un peu moins d'investisseurs. Des investisseurs qui se font donc plus rares avec un abaissement des avantages fiscaux et un PTZ+ mal approprié dans le neuf en zone urbaine. Autre cause du démarrage timide du marché, une hausse des prix de 9% liée notamment au BBC. Mais le principal frein à l'investissement reste la réduction drastique de l'avantage fiscal cellier. Je pense qu'effectivement il va y avoir un petit report sur d'autres systèmes de défiscalisation. Il y a un phénomène d'attentisme aujourd'hui avec les élections présidentielles bien évidemment puisqu'on ne sait pas quels vont être les nouveaux dispositifs à venir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on sent un grand rush pour les dernières opérations cellier à faire. Donc c'est vrai qu'il y a un effet d'aubaine sur les prochains mois. Ce qu'il adviendra dans un futur proche, nul ne le sait véritablement. Donc il faudra attendre, je pense, mai, avec l'élection du futur président et éventuellement des aménagements futurs.
Le marché du neuf connaît donc quelques turbulences avec plus de 367 000 logements neufs entrés en construction sur les 12 derniers mois. Mais au salon de l'immobilier, l'optimisme reste de mise. Les visiteurs sont au rendez-vous et beaucoup souhaitent tout de même faire construire. Allez, on commence notre journal avec une découverte. Vous connaissez très certainement le guide Michelin. Eh bien, c'est sur le même principe aujourd'hui que nous allons parler du guide Couder. Notre invité René-Michel Couder est avec nous sur ce plateau pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai lu une phrase, vous nous avez expliqué que plus il y aura d'agents immobiliers, de mauvais agents immobiliers, plus les bons seront recherchés. Alors, est-ce que c'est à partir de cette phrase, finalement, que vous avez décidé de créer ce guide pour sélectionner les meilleurs? Non, cette phrase a dû être dite comme ça, si vous voulez. Non, je ne pense pas que ce soit à cause... C'est à cause d'une étude, si vous voulez, qui a été réalisée, que j'ai réalisée par rapport à une start-up à l'époque qui avait vendu son idée à un grand groupe et qui m'avait demandé de faire une contre-étude. Et ce qui m'a amené à rencontrer des professionnels de l'immobilier à cause de cette étude. Et à la fin de cette étude que j'ai réalisée, ces professionnels m'ont tous dit, vous savez, M. Couder, notre problème, il n'est pas du tout là. Je ne vais pas rentrer dans le cadre du sujet. Notre problème n'est pas là. Notre problème, il est surtout qu'on n'a plus aucun outil. Je vous parle d'il y a 7 ans à peu près, un peu plus de 7 ans. Oui, donc il fallait qu'on avance là-dessus. Voilà, et donc c'était plus un constat finalement. Voilà, on n'a plus aucun, exactement, on n'a plus aucun outil qui nous permette de nous distinguer par la qualité de notre travail. D'où le terme qualité qui a été mis tout de suite en avant il y a un peu plus de 7 ans. Aujourd'hui, on commence à parler qualité, alors qu'on n'en parlait pas il y a 7 ou 8 ans. Et donc là, vous avez décidé de... Et alors là, ces professionnels, de façon totalement informelle, parce qu'on n'avait aucun accord, moi j'avais un accord sur l'étude que je faisais, mais avec eux, j'avais aucun accord, on a décidé de se réunir pour essayer de trouver une idée qui permette justement de les mettre en valeur, de mettre en valeur ceux qui ont envie de se distinguer par la qualité de leur travail. Et alors justement, comment sont-ils mis en valeur à travers ce guide? Comment est-ce que les agences sont sélectionnées? Alors les agences sont sélectionnées. Elles sont sélectionnées aujourd'hui uniquement sur parrainage. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient un parrain qui soit déjà dans le guide, qui donne son avis et son accord pour que cette personne rentre dans le guide. C'est à mon avis un des meilleurs moyens parce qu'on ne peut pas faire semblant, comme dans le monde de la restauration, de se faire passer pour un client et de se faire passer pour un client qui va acheter une maison. On peut faire semblant de venir déjeuner, de se faire passer pour un client, ça ne se pose aucun problème. Mais c'est non seulement pas le même investissement, mais en plus de ça, si vous voulez, au bout de, on va dire, 10-15 minutes, l'agent immobilier sérieux s'apercevrait que cette personne n'est pas là réellement pour acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Ni pour vendre. Non, elle est là pour voir, donc ça servira strictement à rien. Donc on est parti sur le raisonnement de dire, la motivation du professionnel, sachant qu'il pourra être sorti du guide pratiquement en 1 heure ou 2, il suffira qu'il fasse des erreurs. Ah, donc à tout moment, on peut sortir complètement du guide. On n'y est pas pour un temps précis? Ah non, absolument pas. Absolument pas. À partir du moment où il n'y a aucune relation financière entre le professionnel qui est dans le guide, qui est cité par le guide, et le guide. On n'a aucun intérêt à garder quelqu'un, on va dire un voyou. Mais est-ce que alors l'agence a le temps de se rattraper, non? Si à ce moment-là, les avis sont trop mauvais, si elle n'y reste pas un temps précis, du coup, on ne peut pas rattraper puisque les avis ne sont pas nécessairement les mêmes dans un temps précis. Bien sûr, si elle fait qu'une erreur, si vous voulez, elle va rester dans le guide. Si elle fait de petites erreurs, elle va rester dans le guide. On va l'informer. Si vous voulez, elle n'aura pas d'étoiles non plus. On va l'informer. Oui, parce qu'il y a l'attribution d'étoiles aussi. Là, c'est le même principe que sur le guide Michelin. Alors, comment est-ce qu'elles sont attribuées, ces étoiles? Alors, elles sont attribuées justement grâce à l'avis de la clientèle et à l'implication du professionnel. Mais qui les donne justement, ces étoiles? Qui les dessert? C'est nous qui décidons. Donc selon les avis, vous regroupez Selon les avis, on regroupe les avis, on vérifie la véracité des dires de la clientèle et c'est pour ça qu'on demande systématiquement un numéro de poste fixe pour pouvoir appeler, si vous voulez, alors que sur un portable, on pourra appeler aussi sur un portable, parce qu'aujourd'hui, c'est pas plus onéreux d'appeler sur un portable que sur un poste fixe, mais c'est que le portable, on ne peut pas vérifier si la personne existe, si vous voulez. On l'a fait récemment, d'ailleurs. On est tombé sur une secrétaire d'une agence, si vous voulez, qui s'était fait passer pour un client en donnant son numéro de poste fixe. Et oui, donc forcément... Donc on a immédiatement réagi, parce que ça, c'est ce qu'on appelle de la triche, si vous voulez. Et là, on réagit des fois brusquement, et il nous arrive de sortir. On a sorti à peu près 70 agences du guide depuis que le guide existe. Grâce à un petit espionnage comme ça, grâce à ça, grâce à des jugements, on a eu récemment, vous voyez, quand il y a eu un petit reportage qui est passé sur FR3, sur le guide, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Et ça a fait parler beaucoup
beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont discuté, etc. Ça a fait d'ailleurs beaucoup de demandes. Et il y a un avocat qui s'est manifesté en disant vous avez une agence dans le guide qui n'est pas exceptionnelle, puisqu'il y a eu un jugement contre elle, qui l'a condamnée, etc. On lui a dit écoutez maître, c'est une très bonne information, on souhaite d'ailleurs, il suffit d'aller voir et de lire la charte du guide qui est sur la page d'accueil, et on comprendra que ça n'est pas de la délation de dire que quelqu'un ne fait pas du bon travail. C'est le principe finalement pour garder une impartialité et être certain d'avoir des valeurs justes. Et mettre en valeur les gens, voilà, et mettre en valeur les gens qui le méritent. Et justement, est-ce que c'est une volonté de la part des agences de figurer dans ce guide-là? De plus en plus. De plus en plus, on le voit. De plus en plus, si vous voulez. Et malheureusement, il y a des agences qu'on ne peut pas faire rentrer dans le guide quand elles ont, alors qu'elles sont très très bien, elles font du bon travail. Oui, je ne critique pas. Il y a des professionnels qui ont une enseigne au-dessus de la tête qui font du bon travail, mais on ne peut pas les rentrer dans le guide parce qu'on mettrait en valeur l'enseigne. Justement, vous parlez de l'image des professionnels dans le métier. Je vous propose de regarder un petit micro-trottoir. On va se retrouver juste après pour voir un petit peu l'avis de la rue sur la profession, la transparence qu'ils ont avec leur agent immobilier. C'est signé Mickaël Martin. On se retrouve juste après. Nous, on préfère passer par les agents immobiliers parce qu'on a plus confiance en eux. Ayant fait 2 ans de droit, je pense que c'est mieux de passer par un notaire. Si je dois acheter un appartement, je préférerais passer par des amis ou même regarder par moi-même. Parce que c'est plus sécurisé, on a l'impression, enfin c'est qu'une impression, on a l'impression que c'est, qu'on va se faire moins arnaquer. Je préfère quand même passer par une agence immobilière, donc par sécurité. En général, j'évite et je préfère faire directement de particulier à particulier, simplement pour gagner de l'argent. Alors nous venons de voir ensemble le micro-trottoir. Alors René Michel, une question toute simple. Quel est votre avis sur l'image qu'a la profession aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un petit peu d'accord avec les témoignages qu'on vient de voir? Il y a du positif, il y a du négatif forcément. Dans toutes les professions, si vous voulez, il y a du positif et du négatif. Dans le monde de la restauration, il y a de très bons restaurateurs qui ne sont pas dans le Michelin et qui font très bien la cuisine, si vous voulez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut changer, faire évoluer l'image de la profession qui n'est pas toujours positive justement? Oui, il faut la faire changer, mais il faut aussi essayer comment dirais-je, de faire comprendre aux médias, et à beaucoup de supports, on va dire, qu'il n'y a pas que l'argent et la profitabilité qui comptent. Il suffit d'aller sur la page d'accueil du guide et de dire, et je le mets en gros, et j'adresse ce message à tous les médias, mettre en avant la qualité avant la notion de profitabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de profit, vous voyez ce que je veux dire. Mais à partir du moment où un média ne pense qu'au profit, et les plus grands médias qui sont utilisés aujourd'hui par les professionnels parce qu'ils ont du retour, sont des médias qui détruisent. Et je le dis aux professionnels. Et ils me disent, mais oui, vous avez raison, M. Couder, mais on n'en a pas d'autres. Ils les détruisent en même temps. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples, si vous le permettez. Allez-y, un exemple. Peut-être pas 2 ou 3, mais un exemple au moins concret. À partir du moment où vous avez un bien immobilier qui est sur un support, à un prix totalement différent, avec des écarts des fois qui sont énormes, gigantesques, si vous voulez. Mettez-vous à la place d'un particulier ou d'un acquéreur. Il a de quoi effectivement être un petit peu perdu, systématiquement. Alors, permettez-moi de donner un deuxième petit exemple, mais très rapidement. J'ai fait une enquête, si vous voulez, sur un agent immobilier. Il y a marqué agent immobilier, c'est un agent commercial. Mais c'est un agent immobilier, il y a marqué sur ce grand support, le plus grand des supports, on ne va pas le citer, mais le plus grand. Il y a marqué agent commercial. Il n'y a pas marqué agent commercial, il y a marqué agent immobilier. Il y a son nom, son numéro de téléphone et un bien. On a fait une étude, j'ai fait une étude, si vous voulez, en téléphonant, parce qu'il avait un bien à vendre à côté de Saint-Tropez, dans un petit village, dans le coin de Saint-Tropez. Et je l'appelle et je lui dis « Bonjour monsieur, je vous appelle pour la maison que vous avez à vendre à tel endroit. » Il me dit « Où ça ?» Alors je me fais passer pour un client, je me dis « Attendez, il me dit où ça ?» Ça veut dire qu'il ne connaît même pas le nom de ce village qui est à côté de Saint-Tropez. Mais il me dit « Écoutez monsieur, je lui dis « Mais vous ne connaissez même pas les villages dans lesquels vous avez des maisons à vendre ?» Il me dit « Écoutez monsieur, je suis dans ma voiture. Je suis désolé, je ne suis pas derrière mon ordinateur, donc je ne peux pas vous répondre. Et puis j'habite Toulon, je n'habite pas à Saint-Tropez, donc je ne connais pas tout. » Si on se met 2 secondes, et à la place, et c'est un grand support médiatique, si on se met 2 secondes à la place, si vous voulez, d'un acquéreur quelconque, ben il va dire à quoi ça sert d'aller dans une agence immobilière aujourd'hui. Donc c'est bien un des points phares vraiment du guide, c'est vraiment l'information, votre but c'est d'informer. Et je crois que vous vous reposez aussi sur l'impartialité qui est vraiment au cœur de... Tout à fait. Ben voilà, vous avez apporté vraiment la bonne conclusion, si vous voulez, mais l'impartialité qui est due au fait où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas de relations financières. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. S'il y a impartialité, du coup, comment est-ce que le guide est financé? Ou comment est-ce que les agents sont sélectionnés? Est-ce que c'est payant d'y figurer? Parce que du coup, on est obligé de se poser quand même la question financière. Bien sûr, c'est ce que tout le monde pose.
Alors qui finance ce guide? Malheureusement, moi. Malheureusement, moi, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de remerciements, si vous voulez, de la part des... je finance mon travail et les actions qu'on mène, etc. Aujourd'hui, je viens ici, si vous voulez, je demande à personne de me payer un billet de train ou un billet d'avion ou un billet de quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, dans le développement de ce guide, vos perspectives, alors, quelles sont-elles pour les perspectives à terme, je pense qu'il y aura à un certain moment un sponsor. Comme il y a eu derrière le Michelin, si vous voulez, que je copie depuis 7 ans, il y a eu un sponsor qui était les pneumatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y aura un promoteur. D'ailleurs, on commence à avoir des associations, certains contacts, si vous voulez, mais il en faudra qu'un. Il en faudra qu'un, c'est pareil. On ne pourra pas prendre plusieurs promoteurs. Qui sera forcément associé du coup un promoteur qui ira dans le sens, si vous voulez, du guide, de cette notion qualitative à tous les niveaux et qui profitera. Parce qu'on va regrouper 3000 professionnels dans le guide. On a un numerus clausus, si vous voulez, qui est fixé à 1 pour 20 000. Alors aujourd'hui, on ne cherchait pas à avancer trop vite, mais là, aujourd'hui, on va commencer à avancer de plus en plus vite. Donc il y aura davantage d'agences qui seront sélectionnées. Il y en aura 3000 en France. Et donc on pourra aller jusqu'à 3000. On ira jusqu'à 3000, oui. Et avoir un succès peut-être comme le guide Michelin, autant reconnu, au moins dans le milieu de l'immobilier, parce qu'on avait ça dans le milieu de la restauration. Aujourd'hui, on avait besoin d'avoir ça. Alors on commence à avoir des contacts avec la Belgique, qui est intéressée par le système du guide. Et un autre contact, mais enfin bon, j'ai pas une... Ça sera l'enquête. Non, c'est très loin, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, donc si vous voulez... Vous le gardez pour vous pour l'instant. On verra si ça va plus loin. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite le même succès que le guide Michelin, la même réussite. Merci beaucoup, René Michel Couder. Est-ce que je peux rajouter un tout petit mot? Allez-y, dites-nous. J'en ai pour 2 secondes, si ça passe. Je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire, et là je vais regarder si... Alors, il faut regarder la caméra qui est juste là. Je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire à Joris. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? C'est vous qui décidez. Eh bien, c'est passé et j'espère qu'elle aura bien saisi le message, que ça lui fera très plaisir. C'est Joris, c'est un garçon. Ah pardon, Joris. C'est un jeune garçon. Très bien, merci beaucoup et donc à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Je crois que c'est prévu d'ailleurs. Vous venez nous voir bientôt. Merci beaucoup. Merci aussi. Allez, avant de se quitter, les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique ImoVip. Kim Kardashian aurait prévu de combler un nouveau caprice, s'offrir la demeure du couple Beckham situé dans le Hertfordshire au nord de Londres. Surnommé Buckingham Palace, le château de Victoria et David aurait séduit l'animatrice. Héroïne d'une télé-réalité, la fille de l'avocat Robert Kardashian souhaiterait y poser ses valises afin de tourner une nouvelle saison de son show. La demeure au style so-british serait mise en vente pour 25 millions d'euros. En 1999, le manoir avait accueilli la famille du footballeur et de l'ex-Spice Girl pour seulement 4 millions d'euros, une plus-value importante qui s'explique par plus de 20 millions d'euros de travaux de modernisation. Il en faudra plus pour calmer les ardeurs de Kim Kardashian qui, selon les rumeurs, aurait déjà envoyé ses émissaires pour une première visite immobilière. Une visite qui risque de prendre un peu de temps car la demeure du couple emblématique d'Angleterre est au beau milieu d'un parc de 9 hectares. Allez, pour commencer ce journal, gros plan sur une innovation. Les notaires de France lancent leur application sur Android intitulée « Les prix de l'immobilier ». Je vous laisse découvrir en compagnie d'Anthony Benasseur. Les notaires de France ont lancé une application gratuite sur les prix de l'immobilier. Ces professionnels se basent depuis longtemps sur des données immobilières qui leur permettent de publier des statistiques. Aujourd'hui, celles-ci sont mises à disposition du grand public. Les usagers de cette application pourront désormais avoir une idée précise du coût au mètre carré de biens sur toute la France. Quelqu'un qui veut savoir le prix au mètre carré de la place Tourny à Bordeaux ou de la rue Gambetta à Toulouse, eh bien, il peut s'asseoir dans un café, en quelques clics, il va avoir le prix géolocalisé pour savoir à peu près une tendance sérieuse, et puis également des frais de mutation, et donc il verra si ses moyens lui permettent d'acheter ou non le bien de ses rêves dans le quartier qu'il a visé. Pratique pour consulter les prix des appartements et maisons dans le secteur de l'ancien, mais aussi pour évaluer des frais de mutation à débourser lors de l'achat d'un bien, l'application des notaires de France est surtout novatrice. Au point peut-être de mettre fin au rendez-vous traditionnel entre une personne et un notaire. Il faudra quand même qu'elle se rende chez le notaire pour avoir une étude plus affinée ou une étude plus technique du produit. Vous savez qu'aujourd'hui, avant d'acheter un bien, il faut avoir fait tous les diagnostics possibles et imaginables, amiante, thermite, plomb, mesurage, électricité, gaz, etc. Et donc,
Toutes ces données techniques, évidemment, vous ne les avez pas sur une application iPhone. Testée par notre rédaction, cette application offre rapidement une estimation, mais celle-ci est-elle fiable? Nos statistiques ne sont véritablement intéressantes que s'il y a suffisamment de mutations, suffisamment de ventes. Donc on considère qu'il faut au moins 20 mutations, 20 ventes par mois pour que nos statistiques soient fiables. Disponible sur l'App Store depuis la fin de l'année dernière et depuis 3 semaines sur Android, l'application des notaires de France rencontre un grand succès auprès des utilisateurs de smartphones. 57 000 téléchargements depuis son lancement et une moyenne de 200 ajouts par jour. Voilà, c'est la fin de votre best-of. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau JT immobilier. Très bon week-end à tous.